Non, mais il dit en jouissant. C'est vrai? C'est agréable pour lui. Génial. Bah, si tu connais pas ce passage, au moins ça sera une surprise. Ah oui. Et je suis content de ne pas le connaître, tu vois. Parce que bon, je sais plus si c'est Labiche ou Oscar Wilde qui a dit l'égoïste est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Je trouve cette phrase géniale, Élise Marron. Oui, génial en particulier parce que peu importe son auteur, Oui. ce qui importe, c'est que d'emblée, la question de l'égoïsme est rendue problématique par celui qui l'énonce. Celui qui dit est égoïste, celui qui ne pense pas à moi, c'est justement celui qui redouble l'égoïsme en l'incarnant. Eh oui, c'est-à-dire c'est celui qui considère au fond que le monde s'arrête à sa propre considération, justement. C'est-à-dire le monde s'arrête à lui-même. Voilà, alors toute la question, c'est de savoir si nous sommes naturellement égoïstes. Oh, ça va, oui. Alors- C'est désagréable. Alors, l'égoïsme, Non, c'est mais un... attends, pardon, mais c'est quand même franchement désagréable de se faire insulter. Mais bien sûr, et ça nous dit d'abord que l'égoïsme, c'est un reproche qui s'adresse à une personne incarnée. Donc, on est davantage sensible à un égoïste, à des égoïstes. On peut d'ailleurs être égoïste à deux. C'est une définition de l'amour. Ce qui explique le fait que vous ayez choisi comme thème de cette émission égoïste et non pas égoïsme. Oui, car l'égoïsme tel qu'il nous blesse ou dont on est accusé, c'est avant tout justement à une personne qui le représente, qui l'incarne, qui s'adresse. Mais pourtant, par exemple, si on prend la question de la beauté, c'est dans quel dialogue de Platon ça? Hippias. Socrate discute avec Hippias. Et Socrate lui dit, dis-moi mon bon, qu'est-ce que c'est que le beau? Alors Hippias lui dit, mais c'est facile, le beau c'est une belle vierge ou c'est une jolie fille. Ah bon, dit Socrate. Et tous les profs de terminale disent en général, est-il bête cet Hippias de réduire la beauté à son expression provisoire, etc. Mais bon, il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat entre l'idée du beau, il y a un abîme entre l'idée du beau et l'incarnation provisoire d'une beauté. On pourrait, à l'appui d'Hippias, dire qu'il n'y a pas de beauté séparément de gens beaux. Donc il y a un vrai débat. Mais en revanche, entre l'idée de l'égoïsme et la figure de l'égoïste, il y a moins d'écart qu'entre l'idée du beau et une belle personne. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'écart. En tout cas, on est confronté à l'égoïsme dans toute sa violence. C'est un vice qui est d'emblée incarné ou un défaut de caractère. Oui. Mais surtout, on peut se demander si finalement l'égoïste radical, l'égoïste intégral, n'est pas finalement un personnage. Car lors de la dispute, lors de l'accusation, lors du reproche d'égoïsme, quand on effectue ce reproche ou quand on est l'objet, c'est toujours qu'on imagine que c'est négociable, que la personne face à laquelle on se trouve n'est pas inhumaine, n'est pas monstrueuse. Et on le reverra certainement plus tard. L'égoïste intégral est-il encore humain? Quelle part d'inhumanité nous révèle cet égoïsme qui n'agirait que en obéissant à ses propres intérêts, sa propre jouissance, son propre plaisir? Il y aurait l'inhumanité de celui qui ne cesse pas d'être égoïste et la surhumanité de celui qui parvient à ne l'être jamais. Effectivement, de ce point de vue-là, l'altruiste, c'est un autre... Altruiste intégral. L'altruiste intégral, si on peut le On va penser. en parler, celui-là, tiens. Je le connais pas, moi. Il nous est moins familier, Oui. peut-être. L'altruiste intégral, c'est une figure régulatrice, peut-être régulative. Un idéal. Un idéal de ce à quoi nous devons tendre pour être moraux. C'est un idéal auquel Nicole Vichniac a certainement renoncé d'emblée quand elle a conçu ce magazine sublime qui s'appelle Égoïste et qui prend d'ailleurs comme adage, comme épigraphe, la fameuse citation qu'ils attribuent d'ailleurs à Oscar Wilde, mais encore une fois c'est douteux. Oscar Wilde ou Labiche, nos téléspectateurs qui sont plus savants que nous, pourront probablement trancher cette question. L'égoïste est donc quelqu'un qui ne pense pas à moi, dit ce magazine qui met en couverture des personnalités plus ou moins célèbres d'ailleurs, plus ou moins belles également, dans des photos magnifiques qui sont souvent d'ailleurs de Richard Avedon, quand Richard Avedon n'est pas lui-même d'ailleurs son propre modèle. Ce une telle débauche d'images suggère, c'est d'évoquer peut-être la différence, Élise Marron, entre l'égoïsme et le narcissisme. Alors oui, je pense qu'il faut faire cette distinction entre égoïsme et narcissisme, parce que l'égoïste, c'est à l'origine, quand il est introduit, le terme est introduit dans la langue française, c'est celui qui parle
trop de soi qui ramène tout à soi. Donc en ce sens, l'égoïste, c'est bien un égocentrique. C'est bien celui qui fait du moi, de son soi, le centre de tout. En revanche, il ne se confond pas nécessairement avec le narcissique, qui lui va faire dépendre la construction de soi d'une première identification à une image ou à un tiers. Est-ce qu'on peut situer la différence également dans le fait que l'égoïsme de l'égoïste n'est pas une affaire d'amour-propre, mais c'est une question d'amour de soi. On veille sur soi. Hein. Dans l'existence, on fait constamment le calcul non seulement de son intérêt, mais aussi de sa survie. Il y a quelque chose de l'ordre d'une préservation dans l'égoïsme. Alors que le narcissisme peut aller jusqu'au sacrifice de soi au profit, par exemple, de son image. Narcisse est celui qui, loin de s'aimer, si on lui donne le choix entre lui-même et sa bonne gueule, choisira de se défigurer peut-être dans la vie réelle si, sur du papier glacé, il a encore l'air de l'image qu'il donnait de lui-même auparavant. Est-ce que la différence n'est pas ici? Alors, il y a énormément de choses dans votre réaction. Alors, je reviens d'abord sur la distinction entre amour de soi et amour-propre. Très important, c'est Rousseau qui l'établit. Donc, c'est Rousseau qui effectue cette distinction. L'amour de soi, c'est la passion primitive, elle est innée, elle est naturelle. Et elle est en bonne, réalité, en un sens. Hein. Elle est toujours bonne. Parce qu'elle, c'est ce qui désigne en moi l'auto-affection de mon être et l'expansion de mon être, en fait, le courant de vie en moi. En revanche, l'amour-propre, c'est précisément le moment où le propre se distancie de moi et se détermine par comparaison. Donc, autrement dit, c'est le moment où mon identité, mon ipséité se détermine par rivalité et confrontation, pour Rousseau, dans la société elle-même. Alors, pour Rousseau, le passage de l'amour de soi à l'amour-propre consacre l'entrée de l'individu dans l'histoire, hein, c'est-à-dire le moment où il, se confrontant à d'autres, faisant société, il se compare, il rentre dans le régime de la comparaison. En fait, il omet, en termes, c'est d'autres philosophes qui le disent comme ça, ce que son essence singulière peut avoir d'actualisable au profit de ce qu'une comparaison peut dire de lui-même. Oui, tout à fait. Et surtout, ce que nous permet de comprendre chez Rousseau, cette distinction entre amour de soi et amour-propre, c'est que finalement, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Raphaël, l'amour de soi, tel que Rousseau le conçoit, nous permet de comprendre que l'amour propre, qui en est le déguisement, le travestissement, la transformation, ne se confond absolument pas avec des pulsions ou des instincts ou des penchants de conservation de soi. Donc c'est extrêmement important pour comprendre la différence entre l'état de nature et l'état de société, c'est que pour Rousseau, la conservation de soi, donc l'égoïsme au sens psychologique et au sens où Hobbes l'entendra, cet égoïsme-là n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est cette effusion de vie en moi et cette ipséité sans cesse retravaillée, vitale, qui me définit comme un moi. C'est le sens du reproche que Rousseau fait à Hobbes. On est au début d'un texte génial de Rousseau qui s'appelle Le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Second discours, on va dire. Et il dit, Hobbes présente l'homme comme mu par la passion de se conserver, la passion de s'étendre. Mais en réalité, l'homme dont Hobbes parle et qu'il présente comme étant à l'état de nature, c'est déjà l'homme à l'état de société. C'est déjà l'homme à l'état civil. De sorte que Hobbes cède ou prend la vessie de l'homme à l'état civil pour la lanterne de l'homme à l'état de nature, tel que Rousseau, lui, parvient à le concevoir en imaginant un état fictif de l'individu anté-sociétal, en amont de la société. Et puis surtout, Rousseau renverse ce que Hobbes présente comme une illusion, à savoir qu'il nous montre qu'en fait, la conservation de soi est déjà issue de la réflexion, est déjà seconde, est déjà dérivée. Et évidemment, le point crucial, le point pivot qui est mobilisé ici et qui fait basculer de l'un à l'autre, c'est que pour Hobbes, le fondement de la société, c'est un sentiment limitatif, un sentiment de crainte. Donc l'égoïsme reste le sol du vivre ensemble, alors que chez Rousseau, c'est justement les deux pôles de l'amour de soi et de la pitié qui montrent qu'égoïsme et altruisme ne sont pas les deux pôles qui opposent l'état de nature à l'état de société, mais au contraire, deux visages qui sont pré-réflexifs et qui concerne chacun de nous. Ça, c'est extraordinaire chez Rousseau, parce que l'amour de soi à l'état de nature culmine chez Rousseau dans la pitié à l'état de société, qui est au fond la seule étincelle d'espoir qui reste à l'individu. C'est-à-dire que l'amour de soi culmine dans la répugnance à voir souffrir son semblable chez Rousseau, alors que l'amour propre culmine dans le pire. Mais pour en revenir à ces images, on pourrait regarder ces images peut-être de deux manières.
La première étant de dire, voilà des individus qui se font prendre en photo et qui ont pris soin eux-mêmes, comme le photographe d'ailleurs, de choisir la meilleure photo. Donc ils ont comparé. Donc il y a une affaire d'amour-propre. Même sœur Emmanuelle, peut-être, a dû comparer les photos entre elles pour savoir laquelle était la meilleure. Je ne doute pas que Bernard-Henri Lévy, par exemple, ait comparé les images pour savoir celle qui lui convenait le plus. Bref, on peut faire à tous les modèles, ici, de ce magazine, le procès d'intention d'avoir choisi la meilleure image. Mais en même temps, cette meilleure image dit bien plus que ce que l'amour-propre prétend montrer. Renseigne davantage sur la personnalité des individus. C'est là qu'on est en face d'une grande photo, non ? C'est certainement pas une question d'amour-propre, je pense, qui est en jeu. Ce qui est intéressant dans la maquette ou l'esthétique qui est choisie par ce magazine, et ce en quoi il ne s'agit pas simplement d'une affaire de narcissisme, c'est que les photos qu'Avedon le plus souvent, les portraits qu'Avedon représente, montrent un sujet qui semble exactement en adéquation avec lui-même. Et le plus souvent sous la forme dynamique d'un scénario. C'est en général un scénario, un mini-scénario qui ouvre le magazine, ou une série. Bernard-Henri Lévy, dont vous parliez, en fait, cette photo est juste extraite d'un mouvement. Avedon lui-même, il est pris en train même de faire un geste. Je pense aussi dans le magazine où Uma Thurman, dont Uma Thurman fait la couverture, il y a toute une série de bébés monstrueux qui représentent déjà différents vices alors qu'ils n'ont que quelques semaines. Donc, pour finir sur ce magazine, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut avoir un premier préjugé sur l'esthétisme ou l'esthétique qui est représentée, c'est que l'autoportrait semble dévorer, la photo semble dévorer le reportage ou les articles de fond, et en fait, c'est absolument pas le cas. On passe d'un autoportrait à un article de littérature, à une nouvelle remise en question des rubriques du magazine lui-même. Donc si le magazine se dit égoïste, c'est peut-être parce qu'il écoute son plaisir à chaque numéro. Vous avez tenu, Élise Marou, quand on a préparé cette émission, à ce que l'on vit le roi en majesté. C'est ici une huile sur toile de Henri Testelin. Colbert présente à Louis XIV les membres de l'Académie royale des sciences. Et nous avons donc le roi en majesté au milieu. Est-il légitime, illégitime, absurde, incongru de parler d'égoïsme quand on a affaire à un corps qui se présente, qui s'offre à son peuple comme un corps de gloire et qui prétend l'incarner? Peut-on parler d'égoïsme quand on parle du roi, ou est-ce là le réduire à l'individu qu'il ne peut pas être seulement? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il est assez instructif de lire les mémoires pour l'instruction du dauphin, donc Louis XIV adresse à son fils. Donc de Louis XIV himself. Exactement. Et on voit un souverain qui est extrêmement attentif à débusquer la moindre flatterie, qui se défie des courtisans et qui analyse très bien les mécanismes de l'intérêt pour soi, donc tous les mécanismes de l'égoïsme qui l'entourent. Parce que comme vous l'avez rappelé... Donc il n'est pas dupe des flatteries qui l'entourent. Il dit en tout cas, il enseigne à son fils que la première chose à laquelle un roi doit veiller, c'est précisément de ne pas être dupe des flatteurs et de ne prendre ses décisions que lui-même. Donc il y a une forme d'autarcie, au sens grec, d'autosuffisance du roi, qui est le premier conseil que le roi donne à son fils. Et puis c'est le roi Soleil. Donc à l'égocentrisme de l'individu se substitue ici une sorte d'héliocentrisme. Le roi Soleil a ses satellites autour de lui, presque comme il est condamné à être entouré de ses parasites. Oui, alors il le dit très bien, c'est sa devise, nec plurimbus impar, à nul autre pareil. Et c'est par cette exceptionnalité et cette autosuffisance que Louis XIV justifie, s'il en était besoin, sa capacité à gouverner comme le seul. Et quant à la question de savoir si on peut employer le terme d'égoïsme, est-ce que cet égoïsme du souverain n'est pas contradictoire avec le bien de tous ? Louis XIV nous explique dans les mémoires qu'au contraire, il est le seul être qui, en étant égoïste, en satisfaisant justement à son plaisir et aux plus grandes jouissances, il veille au salut de l'État. Donc je vous lis ce très court passage. Quand on a l'État en vue, on travaille pour soi. Alors là, le « on » anonyme, évidemment, désigne l'exceptionnalité du roi. C'est le « on » de majesté. Exactement. Le bien de l'un fait la gloire de l'autre, donc le bien de l'État fait la gloire de Louis XIV. Et on pourrait inverser, la gloire de Louis XIV fait le bien de l'État. Quand le premier est heureux, élevé et puissant, donc le premier c'est toujours l'État, celui qui en est cause en est glorieux.
Et par conséquent, et c'est cette conséquence qui m'intéresse, il doit plus goûter que ses sujets par rapport à lui et à eux tout ce qu'il y a de plus agréable dans la vie. Donc ce que nous dit Louis XIV ici... Justification par la charge du pouvoir des plaisirs qu'il s'accorde. Et d'un égoïsme qui est ici défini en des termes strictement hédonistes. Plus l'État est puissant, plus son souverain, qui est la cause de la puissance de l'État, doit goûter, se satisfaire et jouir, puisqu'en jouissant, le roi fait jouir et la cause de la jouissance de ses sujets. Donc l'égoïsme du roi est justifié par le bénéfice qu'en retirent les autres? Oui, puisqu'il présente en fait paradoxalement, de façon extrêmement intéressante, son égoïsme comme la cause du plus grand bien de tous. Et c'est à ce titre qu'il estime qu'il doit avoir un peu plus de plaisir que les autres. Oui, un peu plus, c'est peu dire d'ailleurs. Est-ce à dire d'ailleurs que de la même manière qu'on peut envisager une véritable liberté radicale, c'est-à-dire l'idée qu'on est l'origine de ses actes, idée qui n'est jamais recevable en ce qui concerne les humains, parce qu'il y a toujours des déterminations qui nous poussent à agir d'une manière plutôt que d'une autre, une telle représentation de la liberté n'est pensable qu'à l'échelle de Dieu, c'est-à-dire celui qui crée ce dont il a la représentation. Est-ce qu'on peut considérer qu'une telle conception de l'égoïsme, et des vertus d'ailleurs, ou des bénéfices de l'égoïsme, n'est pensable qu'à l'échelle du roi Soleil? Qu'en définitive, quelqu'un comme vous et moi, vous n'êtes pas reine, pas encore, quelqu'un comme vous et moi n'est pas susceptible, ne pourra jamais justifier un tel comportement, quand bien même il l'adopterait, ne pourra jamais dire c'est au nom du bien d'autrui que je ne pense qu'à moi. Oui, effectivement, on ne peut pas tenir le paradoxe jusqu'au bout. En revanche, on peut radicalement inverser les prémices de l'altruisme, les prémices qui semblent fonder notre vivre ensemble, en posant que ma jouissance, la satisfaction de mon plaisir, ne concerne en rien l'être avec, c'est-à-dire ni l'être avec lequel je vis, au sens privé du terme, ni mes semblables avec lesquels je vis dans une communauté donnée. Mais Élise, si la satisfaction de mon plaisir ne concerne pas l'être avec, bon, si elle n'est pas, si au fond, très bien, d'accord, donc il y a une dissociation des deux. Qu'est-ce qui m'interdit alors de dire, comme les héros sadiens, que je peux jouir. Jouir en faisant du mal à autrui n'est pas condamnable en soi. Enfin, on ne peut pas me reprocher de jouir du mal que je fais à autrui, puisque le mal que je fais à autrui ne me concerne pas, alors que mon plaisir, lui, me concerne. Qu'est-ce qu'on objecte à ce raisonnement qui, en apparence, est d'une extrême rigueur, qui est le raisonnement du solipsiste, ou de ce que Sade appelle l'isolisme, c'est-à-dire l'insularité de l'individu qui, se repliant sur lui-même, est tranquille chez lui, et non seulement est tranquille chez lui, mais jouit en plus de la douleur qu'il inflige. Comme on a ici, hein, on est à la fin de la version pasolinienne des 120 journées de Sodome, où on voit les affreux danser devant les cadavres de ceux qu'ils ont abondamment torturés avec un raffinement de cruauté pour leur propre plaisir, et ils sont bien contents. Il n'y a pas de problème, ils sont totalement étrangers aux douleurs qu'ils infligent, enfin étrangers à cette réserve près qu'ils en jouissent. Oui, alors ça ce n'est pas sûr qu'ils en jouissent. C'est peut-être ce que montre le film. Mais je vais revenir un tout petit peu en arrière. On ne pouvait pas parler, dans les mémoires de Louis XIV, d'une justification de l'égoïsme. Si j'ai noté l'effet paradoxal, c'est précisément parce que la description de la monarchie absolue par Louis XIV lui-même nous permettait de souligner ce paradoxe qui n'était le fait que de Louis XIV. En revanche, chez Sade, il y a une véritable justification de l'égoïsme. Et de l'égoïsme qui, justement, fait que nous ne sommes jamais en société que des monades qui satisfont leur propre plaisir. Des monades, c'est-à-dire des entités totalement autonomes, hein, closes sur elles-mêmes. Mais mieux encore, il y a une justification de l'égoïsme qui nie absolument l'autre, qui nie l'autre comme alter ego, justement. Donc c'est vraiment un renversement radical de l'altruisme, et ce renversement, Sade ne cesse de le réargumenter. Donc la rationalité sadienne, c'est vraiment une rationalité qui prend la raison pratique ou les fondements de la morale à rebours pour les renverser. Donc cet égoïsme, je crois que qui a donné le sadisme, hein, qui est passé dans la langue courante, je crois qu'on peut l'analyser dans les termes de Deleuze, dans la logique du sens, qui dit ce n'est pas parce que le sadique veut faire souffrir sa victime qu'il le dépossède de sa qualité d'autre moi, de semblable, c'est précisément parce qu'il manque de la structure d'autrui qu'il ne peut voir en
j'ai du mal à dire même être, puisqu'il ne les considère même pas comme des êtres, mais comme ces choses, seulement ses victimes ou ses complices. Il n'y a pas d'alternative. Donc Deleuze dit très bien, dans l'univers sadien, il n'y a pas d'alter ego. Il n'y a pas d'autrui. Néanmoins, vous parlez d'autrui comme on parle de l'alter ego. Mais alter ego, c'est l'autre moi. C'est celui dont l'altérité est conçue par moi comme ce qui n'est pas moi. Mais c'est celui également dont je connais l'altérité par analogie avec moi. C'est mon alter égal. C'est celui qui, s'habillant comme moi, enfin portant des vêtements comme moi, vivant comme moi, marchant comme moi, dont je pense, à cet égard, qu'il a des droits comme moi. Alors, ça peut être la fondation des droits de l'homme, la naissance de l'universel, peut-être, hein, bien sûr, mais est-on là en présence d'une véritable altérité et d'un véritable altruisme? Est-ce qu'on n'est pas là également en présence, par exemple, c'est une des critiques qu'on peut former à l'encontre, justement, de la connaissance ou de la méconnaissance d'autrui par analogie avec moi? Est-ce qu'on n'est pas là en présence d'une conscience qui, finalement, s'étendant au reste du monde, ne voulant pas que les autres souffrent comme elle pourrait souffrir, confondant le monde avec elle-même, donc étant encore plus égoïste peut-être même que celui qui s'abstrait du monde ou qui fait sécession, une conscience qui du coup, voilà, ne verrait que des petits moi dans le monde et ne serait pas tant dans l'altruisme, c'est-à-dire dans l'attention à la différence que porte l'autre, à son altérité, que dans une sorte d'égoïsme généralisé qui, comme on prend son cas pour une généralité, prendrait un sujet pour l'ensemble des sujets. Oui, alors ça, c'est l'objection, si je vous entends bien, de solipsisme. Oui, et de l'universel qui s'en déduit. La construction de l'idée d'universel peut trouver sa source également dans le sentiment d'un moi qui finalement n'a accès à l'autre que par analogie avec lui-même. Bien sûr, qui voit en tout autre une projection de soi, oui. Soi-même comme un autre. Un égo géant. En revanche, ce que Pasolini nous montre dans ce film, qui est extrêmement difficile à voir, c'est tout autre chose. C'est une autre ligne de fracture. C'est l'hétérogénéité de ces adolescents qui sont à terre, les victimes, et des maîtres. Et comme ça a été très bien vu par Serge Danet, cette hétérogénéité, elle a à voir avec une hétérogénéité justement dans la conception et dans l'expérience même du désir. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit ici sur ce mur, sur ce panneau, c'est en réalité ce que le 4e maître, absent de cette joyeuse assemblée en peignoir, décèle à l'aide de ses lunettes. Donc il découpe un premier champ de supplice. Qui met le spectateur dans la position du mateur, d'ailleurs, dans le film. Du voyeur. Ouais. Et c'est ce qui est précisément difficile dans cette séquence qui est qui forme le crescendo des supplices. Mais justement, cette hétérogénéité radicale, elle est celle du maître et des maîtres qui ne peuvent que désirer, et dont la jouissance est réitérée, mais toujours soumise à un échec. C'est un échec de jouir, de la même façon que les conteuses des séquences précédentes échouent à raconter quoi que ce soit qui puisse nous prendre et nous entraîner dans le film. Et c'est ça qui est le plus difficile à voir, justement, dans ce scénario, c'est le refus avec lequel Pasolini fait naître une fiction, alors que Sade ne faisait que ça, en un sens. Donc, première chose, les maîtres désirent désirer, et ce désir même de voir échoue, parce que le maître voit encore la jouissance du maître. Et à ce titre, le dernier maître qui est derrière ses jumelles ne jouit pas. En revanche, ces adolescents qui sont à terre et dont le premier aura la langue coupée, le second l'œil arraché et le troisième sera scalpé, donc on empêche de parler, de voir et de penser. Là aussi, il y a un crescendo dans l'horreur des supplices. Ces adolescents, eux, prennent un plaisir simple et innocent dans leur désir. Et c'est ce qui est mis en scène, c'est cette fracture entre désir et jouissance qui sépare irréductiblement ces maîtres grotesques et la beauté de ces adolescents. Il y a donc quand même chez le plus égoïste des individus, conscience de l'altérité de l'autre, malgré tout. Justement, concernant Sade, on peut se demander, finalement, à quel titre il y a de l'autre chez Sade, dans les récits sadiens. Moyen d'une jouissance. Et moyen, mais donc là, on n'est pas en présence d'une véritable altérité, si l'autre est réduit à l'état de moyen. On n'est pas en présence d'un autre qui serait Dieu. Est-on en présence d'un grand autre? Je ne suis pas sûre non plus. Égoïste. Oh, viens, allez, viens. Pas possible, ça. Et donc, si Sade n'est pas confronté
à un autre est-il véritablement un moi? Que reste-t-il de cet ego? Donc quand on prend les autres Un pour pur moyen de texte, son une propre jouissance du plaisir, texte. on n'est plus dans l'altérité, Ni dans l'identité. ni dans l'identité.